Le 7-8 Sport numéro 7, bienvenue sur TV Fil. Si vous venez de nous rejoindre, 26 minutes pour un point complet sur l'actualité sportive avec Anthony Reich. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried. Et dans un instant, les images exclusives de l'arrivée du skipper versaillais Tanguy Delamotte. Il vient d'achever son Vendée Globe et nous parlerons aussi de hand avec notre invité sur ce plateau. Oui, Patrick Chiab, le président du comité départemental de handball, nous a rejoint pour parler évidemment de ce quart de finale de Coupe de la Ligue qu'accueille mercredi soir Plaisir entre Le Havre et Mios. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir à vous, on vous entendra dans un instant. Auparavant, je le disais, ces images exclusives, vous y étiez, Anthony, au Sable d'Olonne pour la fin du Vendée Globe de Tanguy Delamotte qu'on avait suivi tout au long de son périple autour du monde. Tout à fait, après 98 jours en mer, Tanguy Delamotte a enfin franchi la ligne d'arrivée des Sables d'Olonne hier matin aux alentours de 11h. J'ai pu suivre au plus près sur le ponton et sur le bateau, tout près du skipper, le final du premier tour du monde à la voile du marin versaillais qui s'est révélé au grand public. J'ai deux riz, donc là, bon, c'est gérable. Il y a 98 jours, Tanguy Delamotte avait ouvert le livre de l'aventure de sa vie. Il va pouvoir enfin le refermer avec fierté. Sur les premières prévisions, le skipper d'Initiative Cœur devait voir les Sables d'Olonne samedi en fin de journée. Finalement, le Versaillais franchira la ligne dimanche matin, la faute à un vent capricieux et à une monture usée par les océans. La soirée prévue en son honneur sur le port est maintenue. Pour la route, une dernière vacation par internet avant les retrouvailles. Je suis tout prêt mais je suis pas encore là, donc gardez les forces pour demain. Hein. Sincèrement, il a fait une course géniale, il s'est battu, il n'a jamais renoncé. Et puis à côté de ça, il nous a fait plein de petits posts vidéo. Il a animé comme il sait le faire, parce que c'est vrai qu'on avait l'habitude qu'il le fasse sur les précédentes courses, mais c'est vrai que le Vendée, c'est une autre médiatisation. Voilà, et là, tout ce que nous, on savait de lui, en fait, est apparu au grand jour du plus large public, et c'était génial pour ça. C'est incommensurable comme fierté. Et maintenant, on ne me demande pas si c'est mon fils, on me demande si je suis son père. Donc voilà, oui, je suis son père. Son bateau, vieux de 14 ans, est un illustre héritage. Celui de la navigatrice Catherine Chabot, première femme à avoir terminé un tour du monde à la voile. À demain, sur les pontons, sur l'eau, et puis faites bien la fête ce soir, mais gardez-en sous le pied, quoi. Il y a eu d'autres passages de témoins avant Tanguy, parce que ce bateau est en train de boucler son 5e tour du monde. C'est un bateau que j'ai fait construire en 98. Pour courir le Vendée Globe 2000. J'ai l'impression que de tous ceux qui m'ont suivi, je ne suis pas sûre qu'il y en ait qui ont donné autant d'amour et d'attention à ce bateau que Tanguy, qui a fait une course magnifique avec. Le soleil s'est levé il y a à peine une heure. Tanguy n'est plus qu'à quelques milles des côtes. Un silence presque pesant règne sur le ponton. Je suis impatiente et puis j'ai pas beaucoup dormi, donc en essayant de pas rien imaginer. Je suis impatiente, mais je suis tellement contente de voir toute l'agitation autour pour lui. Et il a bien mérité en fait, tout ce qu'il vient de faire là, il ne se rend pas compte de ce qui est préparé en amont. Et j'espère qu'il va être très touché et qu'il va le garder pendant 40 ans dans son cœur. 20 jours après l'exploit du prince des mers François Gabard, ils sont toujours aussi nombreux à communier avec le héros du jour. Il y a 12 ans, avec cette performance, Tanguy Delamotte aurait visé le podium du Vendée Globe. Il a en tout cas franchi la ligne dans ses objectifs de départ pour son premier tour du monde. L'accueil, on m'avait dit que c'était extraordinaire. Je pense que ça surpasse tous les adjectifs qu'on avait essayé d'accrocher à ce moment-là pour me le décrire. Donc ouais, je ne m'y attendais pas. Il y avait les banderoles sur la ligne d'arrivée, le nombre de bateaux incroyable. En 2013, le marin versaillais n'est pas titré, mais il aura été le héros de millions de Français et surtout de 15 enfants. Ce marin solitaire est aussi solidaire. Grâce aux clics sur internet, l'épopée de Tanguy Delamotte a permis de sauver Gibbs, Mawa, Sérigné et 12 autres enfants.
Avant la conférence de presse, le marin versaillais a pu déguster son premier repas, un hamburger et une galette des rois, où il a eu la fève. De quoi faire la fête. Voir les 4 coins du monde, traverser les océans, affronter le Cap Horn, une collection de moments inoubliables qui vous changent un homme. Je ne sais pas encore exactement comment, mais c'est sûr que j'ai changé mentalement. On ne peut pas vivre 98 jours tout seul sans changer. C'est une tranche de vie extraordinaire et des moments difficiles, des beaux moments, et les deux font changer. Donc c'est sûr que j'ai changé et je verrai au fur et à mesure comment. Un autre tour du monde à la voile. Pour l'instant, rien n'est arrêté, mais le marin sera sur le ponton dans 4 ans avec quel costume? Celui de skipper ou de spectateur? Son cœur le lui dira bien assez tôt. Sujet de la rédaction de TV Fil, les images, les interviews signées Anthony Reich et puis pour le montage Pascal Joseph. Voilà pour Tanguy Delamotte qui devrait prochainement être notre invité sur ce plateau pour revenir une fois de plus sur cet exploit, 98 jours avec un bateau vieux de 14 ans pour boucler ce tour du monde à la voile. On change d'univers, on quitte les océans pour s'intéresser au handball. Oui, on va revenir sur terre. Ça rend poète ce sujet. Exactement, bravo Wilfried. Oui, on va revenir un peu sur terre avec ce quart de finale de Coupe de la Ligue de handball féminin que va accueillir Plaisir mercredi soir à 20h. Et pour en parler avec nous, donc Patrick Chiable, le président du comité départemental de handball. Je voulais tout d'abord savoir un peu comment Plaisir a été choisi. C'est un tirage au sort? Il y a des systèmes particuliers au sein de la fédération? Alors, c'est vrai que la fédération a délégué l'organisation de ces finalités de Coupe de Ligue professionnelle féminine aux ligues parisiennes. Et donc, ce sont les présidents de ligue, notamment le nôtre, Georges Patard, qui a délégué au département et au club de plaisir, puisque c'est la salle la plus appropriée pour cela. Oui, il y a 1200 places. 1200 places, et c'est une superbe salle, notamment pour TV Fil, parce que c'est très bien éclairé. Nous serons présents, ne vous inquiétez pas, nous viendrons voir ce match et les images seront à découvrir le lendemain sur notre antenne. Donc, on a confié cette organisation sur les Yvelines. Pourquoi? Parce que par ailleurs, sur les autres départements, il existe d'autres compétitions. Donc, ce qui permet d'avoir une compétition dans chacun des départements. Et vous le disiez, Plaisir a une salle plutôt superbe avec donc 1200 places et a déjà l'expérience d'une grande compétition puisque la salle de Plaisir avait accueilli le Mondial 2007. Le Mondial féminin 2007, donc ça avait été une superbe occasion de voir des équipes complètement novatrices dans cette compétition. Et alors c'est aussi l'occasion, je présume, de promouvoir un petit peu le handball féminin dans le département? Oui, c'est l'occasion. Donc l'idéal serait de n'avoir que des spectatrices. J'y crois pas trop quand même. Mais parce que les féminines qui sont en évolution croissante, restent quand même, représentent à peu près 30% de l'effectif du département. Et qu'il y a une évolution positive oui, sur ce nombre d'adhérentes véritablement, parce que c'est vrai qu'on parle souvent handball féminin, on parle souvent de l'équipe de Montigny, le Bretonneux, qui a des fortunes diverses en fonction des saisons. National 1, National 2, National 3, retour en National 2. On attend l'exploit pour la National 1, mais visiblement ce ne sera pas pour cette saison, bien sûr. Difficile. Alors qu'est-ce qui manque pour franchir un palier? Je connais très très bien le sujet, là, puisque à l'origine de la montée, voilà. Malheureusement, arrivé à ces niveaux-là, on se heurte à un problème financier. Donc, il faut que les collectivités soutiennent, des politiques s'engagent véritablement? Oui, pour moi, je pense que c'est un problème de volonté, puis c'est un problème de choix également, parce que c'est pas évident dans le contexte économique actuel. Donc, parce que de jouer en championnat de France, en senior et en même temps en moins de 18, c'est difficile pour le club de Montigny, avec le budget dont il dispose. Ça veut dire on parle de Montigny, mais sur les autres villes du département, c'est la même situation? C'est la même. C'est peine perdue d'imaginer un club de hand féminin au plus haut niveau? Alors, une petite anecdote, il se trouve qu'on a eu un technicien de la région qui est venu nous rencontrer, c'est un CTS détaché du ministère, qui est venu comprendre la situation du handball sur les Yvelines. Et il s'est rendu compte rapidement que de toute façon, on n'aurait jamais
d'équipes de haut niveau. Pour quelle raison? C'est pour des raisons purement financières. Quand vous avez par exemple, et sans faire de polémique, hein, un conseil général qui octroie pour jouer en championnat de France 1500 € à peu près, alors que dans d'autres départements c'est 5 à 6 fois plus. Donc imaginez les écarts en fait. Tout est lié à une politique Mais d'où le mérite aussi de Montigny de se maintenir à ce niveau, puisque, faut le rappeler, Montigny est un des seuls clubs, si ce n'est le seul, à ne pas payer ses joueuses, par exemple. Ah oui, je peux vous dire que lorsque l'équipe était en National 1, il y avait 2 équipes dans la poule qui n'indemnisaient pas leurs filles, c'était Plouvorne et Montigny. D'ailleurs, ce sont les 2 qui sont descendus. Pour en revenir à ce juste match, pour souligner ce que vous nous dites là est propre à l'ensemble des disciplines sportives sur le département. Oui. On avait évoqué le cas du basket, par exemple, ouais. à Trappes. Ils se sont plaints également de ces difficultés rencontrées. Et tous les responsables de clubs évoquent la même chose. C'est une volonté financière et politique. Et sur le département des Yvelines, la priorité est plutôt donnée à tous les sports pour tous les âges. C'est un petit peu les réponses, les réponses qui sont faites lorsqu'on interroge les responsables politiques pour finir sur ce sujet. Pour en revenir au match donc de mercredi soir, en levée de rideau aussi, il y aura une animation un petit peu particulière. Ah oui, c'est une animation qui prend de l'ampleur. C'est faire du handball fauteuil. Donc c'est vrai que le club de Montigny a été à l'origine, avec la commune de Montigny, sur cette initiative. Et comme c'est devenu une chose instituée dans le fonctionnement, et d'ailleurs c'est le seul club de la région Île-de-France qui a une pratique régulière. À tel point, c'est qu'ils ont été contactés il y a 15 jours, par le PSG Handball, donc leader des professionnels masculins, pour essayer de faire une animation du même genre. Donc, il n'est pas impossible de voir des internationaux français dans les fauteuils. Dans les mois prochains. Dans les mois prochains. Le handball du PSG qui s'approche de Montigny. Peut-être que dans le football, on verra aussi ça. On attend toujours la décision concernant le centre d'entraînement du PSG. On ne sait toujours pas où le PSG va évoluer, en tout cas au sein de son centre d'entraînement dans les mois prochains, ou la saison prochaine en tout cas. On attend toujours la réponse. Et concernant ces 2 équipes, donc Le Havre et Millau, c'est deux clubs vraiment importants du championnat de France. Oui. Vous avez un favori pour ce match ou pas? Alors, je serais tenté de penser que Le Havre est peut-être de plus de disponibilité pour remporter la victoire. Mais rien n'est fait. Hein. Non, mais Le Havre, actuellement, doit être 3e et puis Millau 5e. Non, je pense qu'on assistera à du beau handball féminin, élégant, technique. Et c'est quand même très plaisant à voir. Voilà, vous parliez justement là de handball féminin, élégant et surtout technique. Je crois que c'est quelque chose qui vous plaît plus que le handball masculin, qui est un peu trop rugueux à votre avis maintenant? Non, mais c'est un style différent. J'avoue que quand j'ai le choix de regarder des matchs internationaux, j'aime autant regarder du handball féminin que du handball masculin. Il y a moins d'affaires extrasportives peut-être aussi. Est-ce que ça joue dans votre choix? Sans chercher bien évidemment la polémique, mais ceci dit. Non, mais c'est vrai que j'ai une sensibilité, peut-être pour avoir développé le handball féminin à Montigny, c'est possible. Mais j'avoue, je suis plus attiré par des équipes de jeunes filles à regarder, puisque ma petite fille fait du handball aussi, que les garçons. Mais le hand, juste pour revenir sur cette affaire justement des paris qui concernaient les internationaux français, ça a joué sur le nombre de licenciés sur cette saison? Ah oui, à chaque fois qu'il y a... une affaire dans le sport, vous le ressentez? Une affaire dans le sport? Non. En tout cas sur le hand? Non, pas du tout. Vous n'avez pas ressenti de baisse de licenciés, rien du tout? Sur les résultats sportifs... Vous avez franchi le cap des 7000 licenciés. 7000 licenciés, oui. Donc c'est la première fois. Non, l'affaire des paris truqués, tout ça, c'est... Ça n'a pas d'incidence sur les effectifs du département? C'est dommageable pour l'image du handball, mais ça fait partie de ce que j'appellerais des gamineries. Donc, et d'ailleurs, on a eu un point par notre vice-président de la fédération, qui est un avocat, qui suit l'affaire, bien sûr, de très près. Bon, c'est une affaire qui va se dégonfler toute seule. Il y a eu des sanctions qui ont été prises par les joueurs concernés, mais sans plus, quoi, c'est pas... Enfin, c'est des gamineries qui rapportent pas mal et qui peuvent aussi coûter et très qui cher. Coûter très cher au club. Au club et puis aux principaux intéressés, mais les clubs aussi, puisque forcément les clubs leaders qui perdent leurs joueurs ensuite sont un petit peu handicapés. C'est notamment le cas de Montpellier, donc c'est toujours embêtant par les temps qui courent. Allez, du hand féminin, du beau jeu, ce sera en tout cas du côté de plaisir si vous voulez voir ça. Soir, oui, tout à fait. N'hésitez pas à venir, faut en profiter. Quand j'ai regardé les compositions d'équipe, j'ai fouiné, j'ai cherché et
j'ai trouvé une joueuse issue de Saint-Quentin en Yvelines. Exactement, de Trappes, du côté du Havre, c'est ça? Et oui, la gardienne de but, Linda Pradel. Donc ce sera l'occasion, et c'est une femme un peu réservée, mais très gentille, ce sera l'occasion de lui poser quelques petites questions sur son parcours handballistique. Oui, elle est d'ailleurs la gardienne numéro 3 de l'équipe de France. Elle était notamment au championnat d'Europe. Voilà, tout à fait. Donc tous derrière le Havre, c'est ça le message? Tous à plaisir pour le handball féminin. Tous à plaisir et derrière Linda Pradel, par exemple. Voilà. Tous et toutes, vous attendez un public féminin, vous nous l'avez dit. Oui, voilà. oui, ça devrait très très bien se passer. Toutes les places ont été vendues à des prix complètement modiques. Donc une salle pleine normalement. J'allais venir justement, les places vendues, ça montre aussi le succès du handball féminin. Nous avons mobilisé les clubs, donc les clubs proches de plaisir ont fait partie de l'organisation dès le départ. Donc ce qui les avait rendus un petit peu motivés par le sujet. Voilà. Très bien, merci beaucoup Patrick d'être venu ce soir sur le plateau TVFil. Et donc rendez-vous 20h mercredi soir. Mercredi avec du handball fauteuil pour tous, si vous le souhaitez. Et les images seront à découvrir sur TVFil pour cette rencontre de haut niveau du côté de, rappelez-moi, Le Havre face à Mios. Voilà, j'ai pas oublié la deuxième équipe, le temps de m'y retrouver dans mes fiches. On va faire une petite pause, ça permettra justement d'y voir un petit peu plus clair. On va parler de bike and run. Oui, c'était l'épreuve de rentrée pour l'équipe élite de triathlon du club de Saint-Quentin en Yvelines. Ce week-end, le club organisait la deuxième édition du bike and run de la Minière. C'était un premier test physique pour les champions saint-quentinois en pleine préparation hivernale. Le résultat avec des images d'Élodie Moine. Au milieu des 300 participants du bike and run, de sérieux concurrents à la victoire peaufinent leur tactique de course. En pleine préparation hivernale, les triathlètes de l'équipe élite du club saint-quentinois participent à la fête sans réel objectif de performance. On va pouvoir s'encourager, s'éponger un petit peu le front. Celui qui est sur le VTT, il va pouvoir bichonner un peu le coureur à pied. Et puis voilà, l'important c'est aussi de se faire plaisir, de partager un bon moment avec tout le monde. C'est un petit peu le lancement de la saison, donc ça fait toujours plaisir de revenir un peu en terre connue ici à Saint-Quentin. Le bike and run est l'exercice numéro 1 pour enchaîner les efforts intenses au-delà des 15 km/h et dans un laps de temps très court. Un rythme difficile à encaisser pour un duo Belot-Brandré sans trop de repères physiques. Au final, les triathlètes saint-quentinois restent maîtres sur leur terre. Le tandem Pozzo-Di Borgo-Poxai s'impose en 35 minutes de course. C'était difficile dès le début parce qu'on commence par une côte. En fait, il y a une côte de à peu près 600 mètres. Donc dès le début, il faut se mettre dans le rythme. Puis après, le parcours est assez roulant, mais du coup, ça nous oblige à toujours courir à une vitesse régulière et c'est assez fatigant. Ouais. 8e à l'arrivée, les cadors de l'équipe élite en terminent les jambes un peu lourdes. On a la caisse, on manque encore un peu de vitesse, mais du coup c'est peut-être ce qui nous a pénalisé aujourd'hui, mais bon c'est pas trop grave. Je sais pas, toi Thomas, ce qui t'a limité un peu? Ouais, c'est peut-être l'état de fraîcheur par rapport aux autres concurrents, mais bon, c'était aussi le but de venir ici faire une bonne séance, voilà. La victoire, ils tenteront de la décrocher lors du premier Grand Prix de France fin mai et faire rentrer le club de Saint-Quentin en Yvelines dans le top 5 France. Passe au résultat. Anthony, vous êtes prêt pour nous donner l'essentiel du sport de ce week-end du football tout d'abord? Le soleil faisait son retour sur les pelouses saint-quentinoises ce week-end. Une éclaircie qui n'a pas empêché Guyancourt de sombrer à domicile dès le premier quart d'heure de jeu. Lina Montlhéry ouvre le score sur un cafouillage de la défense centrale. Pour la suite de cette première mi-temps, c'est une compilation de fautes et d'actions manquées par les Rouges et Jaunes, malgré un but refusé pour hors-jeu côté Guyancourtois. En seconde période, les joueurs d'Étienne Rider encaisseront 2 autres buts. Score final, 3-0. Et on passe donc dans les autres... toujours dans le football, voilà, les autres poules. Dans les autres matchs du week-end, Trappes s'est en revanche imposé à l'extérieur 2-0 face à Colombes. En division d'honneur, Versailles, que l'on voit apparaître sur le tableau, a partagé les points avec les Mureaux, concédant le match nul à domicile, 2 buts partout. Au classement de promotion d'honneur, malgré leur défaite, les joueurs de l'ES Guyancourt restent leaders avec 3 points d'avance sur l'entente parisienne. Ils conservent quelques longueurs d'avance. Dans la poule B, Trappes conforte sa 3e place avec 33 points. Mais les Trappistes restent à 7 longueurs du leader Porcheville. Trappes 3e du rugby à présent. 14e journée de fédéral. 3 Plaisir s'est incliné sur la pelouse de Poton-Combo dans un match encore une fois très fermé, 9-6. Autre club, Poton-Combo, qui vise les playoffs en fin de saison. Les joueurs de Philippe Béard pourront se consoler avec
avec le point de bonus défensif. Il reste à égalité de points avec Vitry à la 4e place. À 4 journées de la fin de la saison régulière, tout est encore jouable néanmoins pour les playoffs. On en parlait tout à l'heure, on parlait de hand justement, du hand féminin. Oui, et plus près de chez nous, à Montigny, 15e journée de National 2, les féminines de Montigny se sont imposées avec la manière à la maison face à Fleury-le-Haray, 24 buts à 21, dont 8 buts de Gabrielle Parloir. Encore une fois, elles restent 5e de leur poule et ont désormais 10 points d'avance sur le premier relégable, de quoi voir venir. Du tennis de table à présent, National 2. 3e journée de National 2, assez contrastée pour les clubs saint-quentinois. Elancourt s'est logiquement incliné chez le leader, jouer les tours, 10 matchs à 7. Mais pour l'entente voisin Saint-Arnoux que nous avions reçu sur le plateau, la belle aventure continue. Les joueuses de Geoffrey Nizan se sont imposées à Nice très facilement, 10 matchs à 3. Au classement, les joueuses vicinoises sont 2e avec 7 points, à égalité de points avec Fontenay. Quant à Elancourt, l'équipe est 4e avec 6 points, mais rien n'est joué. Après 3 journées, le maintien est quand même en bonne voie pour les deux équipes saint-quentinoises. Après les juniors et les cadets qui n'avaient pas perdu leur match de début de saison, c'est du foot US du côté d'Elancourt. Eh bien, les seniors à présent ont aussi fait leur début plutôt réussi. Oui, ils l'avaient annoncé. C'est le titre de champion de France cette saison. Eh bien, les Templiers, pour leur retour dans l'élite, n'ont pas manqué tout simplement ce retour. Les joueurs de Manu Charret se sont imposés chez les Spartiates d'Amiens, 21 points à 14. Une victoire qui devrait lancer leur saison. Et puis une dernière information, c'est de la boxe éducative à la Oui, Verrière. nous avions reçu le directeur sportif la semaine dernière, justement du boxing de la Verrière. Et sur ces championnats régionaux, catégorie cadet, 2 titres encore une fois. La ribambelle continue du côté de Gennevilliers. Oumar Diallo en moins de 68 kg et Ilyes Kamal chez les moins de 80 kg l'emportent facilement en finale. Merci Anthony. Voilà pour les résultats sport. Tout à l'heure, nous parlions du Vendée Globe. Nous étions au Sables-d'Olonne et on va partir pour le Maroc à présent avec le 4L Trophy. Oui, ce raid humanitaire réservé aux étudiants qui partent de la France pour se rendre au Maroc et donner des fournitures scolaires et paramédicales, notamment de la part des équipages. Et avec nous, l'équipage saint-quentinois qui est sur la route, l'équipage Quattrofi, dont William Hudov. Bonsoir William. Bonsoir Anthony. Alors, comment se passent ces premiers jours de raid? C'est difficile, ça va? C'est pas trop difficile? Il y a beaucoup de changements climatiques, d'une part par rapport à Morpa où on s'est quitté la dernière fois. C'est vrai qu'on a fait pas mal de routes, presque 2000 km depuis la dernière fois où on s'est vu. Il y a beaucoup de changements, on a pris beaucoup d'altitude, là on est à 1900 mètres d'altitude, donc les voitures subissent pas mal de dégâts, les routes sont plus du tout les mêmes qu'en France. C'est assez périlleux, mais on y arrive, on le tient bon, donc on fait bien attention à la mécanique surtout. Qu'est-ce qui est le plus dur là? C'est justement s'occuper de la voiture, s'acclimater aux nouvelles conditions de température? C'est surtout s'occuper de la voiture, 1400 véhicules, et ça peut paraître un peu probable, mais il y a des bouchons dans le désert, et donc là forcément la mécanique. On perd William. Ouais, liaison un petit peu compliquée forcément avec le Maroc. Est-ce que William nous entend encore? Oui, tout à fait, je vous entends. Voilà, on vous a récupéré. On vous a récupéré, oui. Vous disiez donc que la voiture tenait quand même le choc, c'est ça? La voiture tient quand même le choc, malgré quelques problèmes qu'on a eu il y a à peine 2 heures. On a explosé un pneu, vraiment, il y a eu pas mal de dégâts, mais on a tout remis ça en place. Là, ce soir, on va travailler sur le véhicule pour qu'il soit reprêt demain. Et alors, est-ce que vous avez déjà rencontré quelques jeunes, pu donner quelques fournitures que vous aviez embarquées dans le coffre du véhicule? Tout à fait. Au niveau des fournitures, on rend ça à 18h15 heure d'ici, donc dans à peine 10 minutes. Là, on donne les fournitures, donc il y a une bonne cérémonie de remise de fournitures humanitaires, dont humanitaires. Ça va être génial. On a rencontré beaucoup de monde, on est presque 3000 sur les bivouacs le soir, il y a vraiment beaucoup de personnes. Donc il y a beaucoup d'échanges, humanitairement et vraiment entre nous, c'est beaucoup d'échanges. Au-delà de l'aspect humanitaire, vous avez jeté un coup d'œil au classement? Pas encore, on n'a pas encore eu les résultats, malheureusement. On devrait les avoir normalement ce soir, mais assez tard. Donc pour l'instant, on ne sait pas où on en est, mais on a essayé de jouer la gagne, si on peut dire ça. Donc on espère être bien classé. Merci à William et donc à Bastien qui est à côté de vous, les deux représentants de Yvelinois qui font partie de l'équipage Quattrofi. Merci à tous les deux. On les suivra régulièrement, on verra comment ça évolue et on suivra leur classement. On essaiera d'avoir la liaison régulièrement avec le Maroc. Voilà pour ce point sur le 4L Trophy et le 7-8 Sport qui s'achève pour ce soir.
Oui, n'hésitez pas à commenter l'émission sur Twitter et nous donner tous les résultats de vos clubs. À lundi prochain, bonne soirée.